L'huissier s'est moqué de sa cravate, mais le jeune était propriétaire du bail de la salle d'audience. Plus tard, il a été arrêté. Lorsque Marcus Dyer franchit les imposantes portes du tribunal, il ne marchait pas comme une victime, mais comme une tempête contenue par sa peau. 16 ans, maigre comme un clou, vêtu d'un costume gris trop petit pour lui, il avait l'air de quelqu'un qui cherchait à se cacher derrière sa dignité plutôt qu'à la porter. Le blazer pendait maladroitement sur ses épaules étroites, une taille trop grande et légèrement effilochée au poignet. Mais il le portait comme une armure. Ses chaussures, cirées mais usées, claquaient sur le sol en marbre avec une assurance qu'il ne ressentait pas, et sa cravate, de travers et visiblement empruntée, flottait légèrement dans le courant d'air du couloir comme un drapeau hissé avant un siège. Il l'ajusta d'une main tremblante, masquant le tremblement en feignant de lisser un pli de son col. Pour la plupart, il n'était qu'un enfant, un nom de plus sur le rôle, une affaire oubliée dans un système judiciaire surchargé. Mais pour les hommes qui avaient œuvré à huis clos pour que ce jour n'arrive jamais, Marcus était une menace vivante, sculptée dans les os de leurs péchés oubliés. Le palais de justice avait un poids ancien, un silence hanté qui semblait se déposer sur les murs comme de la poussière. Des piliers de marbre bordaient le couloir, leur surface autrefois blanche, ternie par des décennies de compromission. Les détecteurs de métaux à l'entrée gémissaient en scrutant les corps à travers une lentille suspecte, mais Marcus était passé sans déclencher un bip. Pourtant, les gardes le surveillaient comme s'il avait caché une bombe dans sa poche, leurs yeux se plissant à son passage. Sa présence n'était pas bruyante, mais elle était troublante dans son but. Il ne bougeait pas par hésitation ou incertitude. Il se déplaçait comme s'il avait déjà survécu à quelque chose de bien pire que ce qui l'attendait derrière ces lourdes portes de chêne. Dans la salle d'audience, l'effervescence était palpable. Les spectateurs tournèrent la tête à l'entrée de Marcus, certains par curiosité, d'autres par crainte que la vérité ait finalement un visage. Les journalistes assis au premier rang échangèrent des regards rapides, murmurant son nom dans des dictaphones portables et le griffonnant sur des bloc-notes avec des stylos qui bougeaient trop vite pour être précis. La plupart ne savaient même pas comment le prononcer. Dyer ou Dyer. Certains le trouveraient juste dans les gros titres du lendemain, d'autres s'en passeraient. Il vit son nom déjà tapé en majuscules sur l'écran d'une chaîne d'information locale. Un adolescent lanceur d'alerte arrive au tribunal, sans contexte, sans âme. Juste un titre qui pouvait convenir à n'importe quel visage. Mais Marcus n'était pas n'importe quel visage. Du côté de la défense, des avocats d'affaires se penchaient les uns vers les autres, sourcils froncés et bras croisés, leurs costumes repassés à couper le verre. Ils n'étaient pas habitués à des adversaires aux vestes délavées et aux chaussures éraflées. Ce n'était pas la partie d'échecs à laquelle ils s'attendaient, surtout pas avec quelqu'un d'aussi jeune, quelqu'un qu'ils espéraient voir disparaître dans le silence ou la peur. Leurs regards se portèrent vers le banc du juge, en quête de réconfort, mais n'en trouvèrent aucun. Le siège du juge était toujours vide, projetant une longue ombre sur la salle. Marcus remarqua que même les procureurs, censés être de son côté, semblaient inquiets, les yeux rivés sur des notes qui n'avaient plus de sens, feuilletant les pages comme des acteurs ayant perdu leur place dans un scénario qu'ils n'avaient jamais compris. Il passa devant la barrière de bois séparant la galerie de la salle d'audience, chaque pas mesuré, réfléchi. Il prit place au premier rang sans regarder à gauche ni à droite. De sa poche, il sortit un carnet usé, la tranche recouverte de rubans adhésifs. Les pages étaient jaunies et molles, à force de pliages répétés, les bords recourbés comme les coins d'une vieille photo. Ses doigts s'attardèrent un instant sur la couverture avant de l'ouvrir, scrutant les boucles familières de l'écriture de son père. C'était pour cela qu'il était là. Ce carnet était la dernière chose que Darius Dyer avait laissée derrière lui, et il était plus dangereux que n'importe quelle arme que Marcus aurait pu emporter. Marcus n'était pas censé comparaître devant le tribunal, pas après ce qui s'était passé 2 semaines auparavant. Le rapport de police avait affirmé qu'il était tombé de vélo, un simple accident bizarre. C'était la version officielle, reprise par les médecins,
qui refusaient de soutenir son regard, et les enquêteurs qui haussèrent les épaules comme si la vérité était un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Mais Marcus se souvenait de la ruelle derrière la supérette. Il se souvenait du SUV noir qui s'était arrêté trop lentement, du bruit des bottes sur le gravier, de la vive piqûre des poings qui n'avaient pas hésité. Il n'avait pas beaucoup parlé, juste lui dire qu'il avait de la chance que ce soit un avertissement. Puis vinrent les côtes qui craquaient, le sang lui remontant à la gorge, le monde qui tournoyait lorsqu'il heurta le trottoir. Ils le laissèrent à bout de souffle comme un poisson sorti de l'eau. La chose suivante dont il se souvenait, c'était de s'être réveillé à l'hôpital avec des tubes dans le flanc et un enquêteur lui annonçant que tout cela n'était qu'un malheureux accident. Des hommes en costume arrivèrent ensuite. Pas des flics, des types du gouvernement. Des chaussures cirées, des sourires qui ne touchaient pas leurs yeux. Ils parlèrent à voix basse, l'appelant « fils », comme s'ils se souciaient de lui. Ils lui dirent que ça n'en valait pas la peine, que son père avait fait une erreur, que les bonnes personnes se laissaient parfois entraîner dans des choses qu'elles ne comprenaient pas. L'un d'eux déposa une épaisse enveloppe sur son plateau d'hôpital. Marcus ne mit pas longtemps à reconnaître ce que c'était. L'argent du silence, l'argent du sang. Il la fixa un instant, puis attrapa le briquet qu'il cachait dans sa chaussette. L'infirmière hurla lorsque l'enveloppe prit feu, mais Marcus ne broncha pas. Il la regarda brûler dans la poubelle à côté de son lit, les yeux rivés sur l'homme qui l'avait apporté. Ce fut leur dernière visite. Darius, d'ailleurs, était un homme discret, humble, posé. Il travaillait de nuit et faisait des doubles gardes juste pour maintenir l'éclairage allumé et parlait rarement, sauf s'il avait quelque chose d'intéressant à dire. Pendant 15 ans, il balaya les couloirs et passa la serpillière au centre pour mineurs du comté de Jefferson, écoutant les murs plus que les gens qui s'y trouvaient. Il garda la tête basse jusqu'au jour où il tomba sur une pièce de stockage scellée, enfouie sous une cage d'escalier que personne n'utilisait. À l'intérieur se trouvaient des cartons de dossiers périmés, des cassettes vidéo non marquées, des enregistrements audio et des photos qui lui retournèrent l'estomac dès la première vue. Des garçons de 12 ans maximum, meurtris et hurlants, traînés dans des cellules d'isolement sans aucun document justifiant leur utilisation. Des ordres de transfert signés par des juges morts depuis des années. Des enregistrements audio de gardiens riant tandis que des garçons pleuraient. Darius avait essayé de faire ce qu'il fallait. Il alla d'abord voir son supérieur, qui lui dit d'oublier ce qu'il avait vu. Puis il se rendit à la mairie, où une réceptionniste lui recommanda de revenir avec un rendez-vous. Finalement, il contacta un journaliste local nommé André Wick. André était intrépide, connu pour fouiller en profondeur dans des histoires que personne ne voulait aborder. Il promit à Darius son aide, que la vérité éclaterait au grand jour. Une semaine plus tard, la voiture d'André explosa devant chez lui. Les autorités invoquèrent une fuite d'essence. Marcus savait que ce n'était pas le cas. 2 nuits plus tard, Darius mourut dans un incendie. Le rapport du chef des pompiers parla d'accident, un fil électrique défectueux dans la cuisine. Mais Darius ne cuisinait pas. Il utilisait à peine la cuisinière. La demande d'indemnisation fut refusée. L'enquête fut close. Marcus séjournait chez un ami cette nuit-là. Lorsqu'il retourna dans ce qui restait de la maison, il trouva le carnet sous une planche de parquet, la même où son père lui avait dit de vérifier si quelque chose n'allait jamais. Le carnet était rempli de dates, de noms, de schémas et d'instructions. Ce n'était pas seulement une preuve, c'était une feuille de route destinée à pourrir, enfouie au plus profond du système judiciaire du comté. Marcus était désormais le dernier échappatoire. Il savait qu'il finirait par venir le chercher. Il l'avait déjà fait. Mais ils avaient échoué. Et il était arrivé ici, dans la pièce où la vérité ne pouvait plus être ignorée. La salle d'audience n'était pas un lieu sûr, c'était une zone de guerre vêtue d'acajou et de robes. Mais Marcus ne cherchait pas la sécurité, il cherchait la justice. Le juge n'était toujours pas arrivé. La salle était tendue, bourdonnant d'impatience. Les avocats chuchotaient, les journalistes tapaient,
Les spectateurs s'agitaient, mais Marcus restait assis, immobile, le regard fixé au loin, le carnet posé sur ses genoux comme une arme chargée. Il n'était pas là pour mendier, il n'était pas là pour pleurer. Il ne se faisait aucune illusion. La justice lui serait rendue sur un plateau d'argent. Il savait qu'il valait mieux ne pas s'attendre à la clémence du même système qui avait brûlé vif son père. Il était là pour parler, pour révéler, pour survivre assez longtemps pour être entendu, et si la tempête intérieure se déchaînait, tant pis. Le juge était en retard, ce qui n'était pas inhabituel dans une affaire comme celle-ci, controversée, confuse et de plus en plus bruyante pour être ignorée. Mais en coulisses, le retard n'était pas administratif. Il était tactique. Dans une salle de conférence sécurisée, nichée derrière des vitres teintées, et le silence, 3 étages au-dessus du bourdonnement anxieux des chuchotements du tribunal, le juge Landon Pierce était assis, immobile. Les rides autour de ses yeux s'étaient creusées avec le temps, creusées par des années de compromis et de huis clos. Devant lui se tenaient 2 hommes, l'un vêtu d'un costume bleu marine impeccablement coupé, son insigne de sénateur scintillant sous les néons, l'autre, vêtu d'un blazer de la sécurité intérieure, les épaules larges et portant encore des lunettes de soleil miroir, malgré la présence à l'intérieur. « Insister pour un procès nul », marmonna le sénateur d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Invoquer une faute professionnelle du jury, des menaces anonymes ou un oubli de procédure, n'importe quel prétexte qui n'éveillerait pas les soupçons, mais pourrait ensevelir l'affaire sous les lourdeurs administratives. L'autre homme ne dit rien, se contentant de glisser une chemise en cuir sur la table. Pierce l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des photos, des relevés bancaires, des virements électroniques et quelque chose de plus froid que des pots de vin. Des souvenirs de ses propres affiliations passées. Il ne protesta pas. La version de lui-même, qui avait autrefois donné des conférences sur l'intégrité judiciaire à Howard Law, avait disparu depuis longtemps, s'effaçant derrière des accords à huis clos et le genre de faveur irréversible. En bas, Marcus attendait. Il était assis, le dos droit, les mains jointes autour du carnet usé qui avait autrefois séjourné dans le casier de son père, caché sous un uniforme de maintenance plié. Les bords étaient brunis par la fumée, le dos craquelé, les pages raidies par l'eau et le temps. Mais à l'intérieur, se trouvait une vérité que personne ne voulait révéler. Des noms, des dates de transfert, des identifiants de détenus griffonnés dans un code que Darius Dyer avait inventé en réalisant que les murs autour de lui n'étaient pas que du béton peint, mais des couches de silence destinées à retenir plus que du bruit. Marcus passa son pouce sur l'une des entrées. 4 décembre 2024, 23h37, image du bloc cellulaire retiré. Pourquoi les retirer? La salle d'audience bourdonnait comme une ruche juste avant la pluie. Les journalistes serrèrent leurs cartes de presse et leurs bloc-notes tachés de café. Les observateurs se penchaient depuis des bancs en bois, leurs visages exprimant un mélange d'anticipation et de malaise. Les caméras étaient interdites, mais cela n'empêchait pas tous les journalistes présents de garder leur téléphone à portée de main. À gauche, l'équipe de défense était assise, l'air suffisant, impassible, vêtue de costumes sur mesure, chuchotant avec une sorte d'arrogance éprouvée. Ils étaient arrivés en sachant que ce procès n'aurait jamais lieu. La survie du garçon avait déjà perturbé leur emploi du temps. Son arrivée au tribunal n'était qu'une fuite dans un barrage qu'ils avaient tenté de renforcer par des menaces, de l'argent et le silence. Lorsque le juge Pierce entra enfin, la salle d'audience se leva avec un respect chorégraphié. Marcus resta immobile tandis que d'autres se levaient. Son regard resta fixé sur le carnet taché, puis se tourna vers le juge. Pierce évita son regard. Le silence était aussi fragile que du verre. Avant le début des plaidoiries, un huissier, un homme plus bâti comme un secondeur que comme un agent des forces de l'ordre, s'approcha de Marcus. Sa poitrine bombait, avec une autorité qui provenait moins de son rang que d'un sentiment de pouvoir démesuré. Il se pencha, laissant ses paroles atteindre non seulement Marcus, mais aussi le premier rang. « Belle cravate, mon garçon. Ton père décédé l'a remarqué?
Les mots résonnèrent comme une claque. Il y eut un éclat de rire, timide, nerveux, mais présent. Le genre de son que l'on fait quand la cruauté débarque en uniforme et nous met au défi de reculer. Marcus tourna lentement la tête. Sa voix était basse et égale, calme comme le tonnerre tapi, juste sous les nuages. « Ouais, et il la porte toujours mieux que toi, ton badge. » Des halètements suivirent. Puis plus rien. Juste le bourdonnement des lumières de la salle d'audience et le lent raclement de gorge du juge. Pierce fit signe que l'audience commença, et c'est ce qui se passa, une danse de procédure et de faux-semblants. L'accusation posa les bases. Le rôle de lanceur d'alerte de Darius Dyer, les dossiers qu'il découvrit, l'incendie qui suivit, le fils qui refusa de disparaître. La défense répliqua avec un récit déjà répété. Un garçon en deuil, désorienté par un traumatisme, manipulé par des militants extérieurs, peut-être même perturbé. Ils ont cité des lignes d'information anonymes, qualifié ses enregistrements d'invérifiables et sa présence au tribunal de simple spectacle. Mais Marcus n'a pas joué le jeu. Appelé à témoigner, il s'est avancé avec un calme qui a déstabilisé même les avocats les plus expérimentés. Il n'a pas hésité, il n'a pas reculé sous la lumière des plafonniers. Lorsqu'ils ont montré des images granuleuses de lui ensanglanté et penché sur son lit d'hôpital, les mêmes images qui suggéraient son instabilité, il a affronté l'écran avec la même expression qu'il avait affichée en recopiant les images de surveillance à 3 heures du matin, en prenant soin de ne pas déclencher le détecteur de mouvement. Calme, concentré. Dédaigneux de la peur. Il a énuméré les noms, il a traduit la sténographie, il a expliqué le code, il a révélé la Bible évidée, l'a tendue au greffier et a décrit comment ces épaisses pages avaient autrefois dissimulé 4 clés USB, des clés contenant des enregistrements téléphoniques, des archives vidéo de la prison et des courriels entre les responsables de la prison de Monroe et les autorités de l'État. Le plus accablant était la chaîne de bordereaux d'autorisation, signée autorisant des gardes privés à extraire des détenus en quarantaine médicale à des fins disciplinaires non divulguées. Alors que les murmures se propageaient et que les jurés prenaient des notes, la défense se démenait. Un avocat exigeait l'exclusion des preuves, les qualifiant de non vérifiées. Un autre insistait sur le fait que les clés USB constituaient une atteinte à la vie privée. Un troisième attaquait la personnalité de Marcus, suggérant que les fichiers avaient été dissimulés. Mais à chaque fois, Marcus les renvoyait calmement au registre de la chaîne de possession qu'il avait réussi à dupliquer lors d'un bref stage effectué sous un faux nom aux archives de l'État. L'ambiance changea. Même le sténographe judiciaire s'était arrêté de taper à plusieurs reprises pour lever les yeux. Puis l'interruption survint. Un greffier franchit la porte latérale, tendit un message plié au juge Pierce et recula. Pierce le lut. Son visage resta indéchiffrable. Il s'éclaircit la gorge, remercia le témoin et demanda une suspension d'audience. La salle vibra de nouveau, plus fort cette fois. Les avocats rassemblèrent leurs papiers. Le jury sortit en file indienne. Marcus quitta la barre des témoins et rendit la Bible à son avocat commis d'office. Mais les agents entrèrent. 2 hommes, costumes sombres, insignes fédéraux. L'un chuchota quelque chose à l'huissier. L'autre se dirigea droit vers Marcus. Il ne résista pas. Il ne broncha pas. Il se retourna, les mains déjà derrière le dos, tandis que les menottes se refermaient autour de ses poignets. Accès illégal à une surveillance classifiée annonça le plus grand. Halètement. Une femme dans la galerie laissa tomber son téléphone. Des journalistes se précipitèrent, mais furent bloqués par des gardes. Le juge Pierce frappa son marteau 1 fois, 2 fois, puis une autre fois, appelant au calme. Sa voix était plus forte maintenant, mais creuse. Marcus fut conduit dehors, l'air impassible. En passant devant le premier banc, il croisa le regard d'un des jurés, un homme plus âgé qui avait acquiescé d'un signe de tête pendant son témoignage. Le juré ne détourna pas le regard. Le carnet resta sur place, posé sur la table de la défense, les pages ouvertes comme une plaie, refusant de se refermer. Quelque part à l'étage, le sénateur consulta sa montre.
L'agent du ministère de la Sécurité intérieure but une gorgée d'eau et sourit. 2 semaines plus tôt, l'air de la ruelle derrière une église délabrée de la 44e rue sentait les gouttières rouillées et l'huile de moteur. Une légère odeur de cigarettes râpées, accrochées aux briques comme des prières oubliées. Marcus se tenait dans l'ombre, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, les nerfs à vif comme des fils électriques. Il n'était pas censé être là. Pas à son âge. Pas avec tout ce qu'il savait. Mais quelque chose en lui, un mélange de fougue obstinée et de chagrin inné, l'avait poussé à se montrer. Une silhouette émergea de derrière la benne à ordures cassée de l'église, boitant légèrement, les épaules voûtées sous un manteau usé qui ne dissimulait guère la masse d'un corps bâti par des années de travail ou de guerre. L'homme ne donna pas de nom. Il se contenta d'examiner Marcus avec des yeux qui en avaient assez vu pour ne plus poser de questions. Une main tenait une enveloppe noire. L'autre tremblait légèrement, non pas de peur, mais sous le poids de trop de souvenirs. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvaient 4 clés USB, un plan froissé de l'établissement, marqué en rouge, et une lettre cachetée que Marcus n'avait jamais ouverte. L'homme lui avait raconté que son neveu avait disparu à l'intérieur de la prison de Monroe, sans préavis, sans dossier, juste un transfert discret, suivi d'un silence. « Ils ont enterré mon neveu dans cette prison », avait murmuré l'homme d'une voix rauque. « Pas de tombe, juste un ordre de transfert. Si vous présentez ça au tribunal, vous pourriez bien démolir leur maison. » Puis, sans un mot de plus, il se retourna et disparut dans la nuit, sa claudication résonnant comme un avertissement. Cette enveloppe était devenue la bouée de sauvetage de Marcus. Il en avait caché le contenu en morceaux, une clé sous un escalier branlant du jubé, une autre cachée derrière la doublure du manteau de son père. Il portait le plan plié sous la semelle intérieure de sa chaussure, la lettre cachetée glissée au dos du carnet de son père. Rien ne voyageait ensemble. Il n'avait pleinement confiance en personne. Plus depuis la nuit, où une camionnette l'avait suivi jusqu'à chez lui sur 7 pâtés de maison, phares éteints, vitres teintées trop foncées pour apercevoir un visage. Les agents qui l'arrêtèrent 2 semaines plus tard n'étaient pas du coin. Ils portaient des costumes, pas des uniformes, et leur nom n'était pas brodé sur leur veste. Leur arrivée n'était pas une surprise. Marcus les sentait tournoyer depuis des jours, tels des vautours au-dessus d'un champ de bataille. Mais ce qui le blessa, ce fut le moment choisi, juste au moment où son témoignage commençait à changer le cours du procès, juste au moment où il n'était plus seulement un jeune garçon couvert de bleu, mais un témoin portant le poids de vérités enfouies. Les empreintes digitales du sénateur Lowell Hearst étaient partout, même si on ne les trouvait sur aucun document officiel. Son influence se diffusait à travers des sociétés écrans aux noms comme Clear Horizons Initiative et Future Care Holdings, des entités qui se faisaient passer pour des associations de réinsertion des jeunes, mais qui injectaient des millions dans Monroe Correctional Partners. Le groupe de travail qui arrêta Marcus était né d'une des propositions politiques de Hearst, une initiative visant la sécurité nationale et la réforme de la délinquance juvénile. En pratique, cela servait à réduire au silence ceux qui s'approchaient trop près de la vérité. Le nom de Hearst était griffonné 2 fois dans le carnet de Marcus. Une fois à côté d'une date à laquelle 5 garçons avaient disparu de Monroe sans laisser de traces. Une autre fois à côté des initiales d'un cadre de Monroe, J.R., soupçonné d'avoir organisé des rencontres privées avec le juge Pierce dans un complexe de golf près de Bâton Rouge. Marcus n'avait pas écrit la 2e note. Son père, lui, l'avait fait. En bas, dans la salle d'audience, la tension montait comme un nuage d'orage. La foule, déjà effilochée, s'agitait tandis que les murmures se transformaient en murmures, et les murmures en regards perçants vers les doubles portes. Marcus avait disparu. La table de l'accusé était vide. Les caméras se braquaient sur elle comme des yeux affamés à la recherche d'un fantôme. Le juge revint quelques instants plus tard, le visage plus pâle qu'avant, les mains visiblement tremblantes lorsqu'il leva son marteau et annonça que le tribunal siégerait sans l'accusé.
Un tollé s'ensuivit. Les journalistes se levèrent à moitié de leur siège. Une femme dans la galerie pleurait ouvertement. Une jurée, une enseignante d'un district voisin, refusa de regagner le box. Elle tenait son manteau dans ses bras comme une armure, les yeux écarquillés d'incrédulité. Elle demanda, discrètement, mais clairement, pourquoi rester alors que la vérité était déjà là? La défense saisit l'occasion. Marcus partit. Elle argua que la chaîne de preuves était compromise. Sans son témoignage, les documents manquaient d'authenticité. Elle demanda le non-lieu, esquissant un léger sourire narquois, comme si elle avait attendu ce moment précis. L'un des avocats de la défense osa même suggérer que le procès était devenu un cirque, et le tribunal un chef de piste sans spectacle. Puis, dans le silence pesant qui suivit, une voix calme s'éleva du fond de la salle. Devon Lane était l'enquêteur principal de l'accusation depuis le début de l'affaire, stoïque, indéchiffrable, méthodique, un ancien officier du renseignement militaire qui parlait rarement plus que nécessaire. Il s'avança de la table de l'accusation, tenant une clé USB ordinaire dans sa paume ouverte. Son badge illuminait la lumière du plafond, mais c'était son regard qui attirait l'attention. Ce n'était ni de la colère, ni de la fierté. C'était de la résignation, comme un homme qui franchissait enfin le seuil qu'il avait arpenté pendant des années. Il annonça que la clé USB avait été postée à son domicile la veille au soir. Pas de mots, pas d'adresse de retour, juste un paquet sous papier bulle déposé sous la lumière de sa véranda. Il n'en avait parlé à personne, ni à son équipe, ni à son supérieur, ni même à sa femme. Il ne leur faisait plus confiance, plus maintenant, plus après ce qu'il avait vu sur cette clé. La salle d'audience pencha en avant, suspendue dans un silence surnaturel. Même le juge semblait figé, les lèvres légèrement entr'ouvertes, le marteau oublié. Lane traversa la salle et déposa la clé sur le banc avec un profond respect, comme s'il déposait une confession à l'autel. Puis il recula et croisa le regard du juge. La vidéo, expliqua-t-il, montrait une réunion dans l'arrière-salle d'un restaurant faiblement éclairé. Le juge Pierce était assis en face de deux hommes en blazer de la prison Monroe. L'un tendit une épaisse enveloppe. L'autre glissa une chemise en papier kraft sur la table. Le son était étouffé, mais des mots comme restructuration, conformité et atout jeunesse étaient audibles. Lane dit avoir visionné la vidéo 3 fois avant de décider qu'il ne pouvait plus faire semblant. Il déclara clairement, pour qu'il n'y ait aucune erreur, que la vidéo était recevable, qu'il était prêt à témoigner sur sa chaîne de possession, et qu'il en avait assez de faire semblant de ne pas voir ce qui se passait. Des exclamations de surprise parcoururent la salle d'audience. Un huissier qui s'était moqué de Marcus plus tôt s'appuyait maintenant avec raideur contre un pilier au fond, la bouche pincée, les yeux rivés au sol. Les journalistes se précipitèrent pour rédiger des mises à jour. La défense se figea. Le juge Pierce ne dit rien. Sa main resta suspendue au-dessus du lecteur pendant un temps anormalement long. La sueur perlait à sa tempe. L'espace d'un instant, il sembla qu'il allait suspendre l'audience, mais soudain, sa main retomba et il déclara une brève suspension d'audience, la voix brisée lorsqu'il convoqua le cabinet. Dehors, le couloir était en plein chaos. Les manifestants avaient recommencé à se rassembler. Les équipes de presse se précipitaient vers les fourgons. À l'intérieur, les jurés chuchotèrent sur ce que signifiait l'arrivée de la vérité dans une enveloppe marron, ce que signifiait le système qui se brisait pour protéger ses racines. Et quelque part, dans un fourgon à des kilomètres de là, Marcus était assis, menotté, silencieux, regardant par la fenêtre, tandis que des gyrophares rouges dansaient dans son reflet. Il n'avait plus peur. Plus maintenant. Plus depuis la ruelle. Plus depuis que l'homme boiteux lui avait tendu le poids d'un enfant enseveli sous le silence. Ce qui comptait désormais, c'était que la vérité était en marche, et que quelqu'un, enfin, avait choisi de la porter par la porte d'entrée de la justice. La maison commençait à se fissurer. Au matin, les marches du palais de justice étaient devenues un lieu sacré.
Ce qui avait commencé par quelques pancartes et des murmures prudents s'était transformé en une vague de corps, des centaines, puis des milliers, côte à côte sous un ciel gris et bas. Des vétérans en uniforme délavé serraient la main d'adolescents en veste d'écoliers. Des parents tenaient des photos encadrées de leurs fils perdus entre les murs que Marcus avait exposés. Les journalistes cherchaient des angles de vue. Les hélicoptères tournoyaient au-dessus de leurs têtes, tels des vautours stupéfaits de découvrir un festin de vérité mise à nu. Quelque part dans la foule, quelqu'un alluma une bougie, puis une autre, et encore une autre. Bientôt les marches du perron brillèrent d'une lueur vacillante de chagrin, de fureur et d'espoir fragile. Par-dessus tout, le chant ne s'éteignit jamais. Il prononçait le nom de Marcus comme s'il était un texte sacré. À l'intérieur, le banc du juge d'origine était vide. Landon Pierce avait disparu. Pas de démission, pas d'explication, juste un départ murmuré au petit matin. Les rumeurs circulaient. Certains disaient qu'il était monté à bord d'un jet privé. D'autres prétendaient qu'il était en détention préventive. Quoi qu'il en soit, il ne reviendrait pas. À sa place se tenait la juge Clarissa Wynne, une femme extraite d'un autre district en vertu d'une ordonnance d'urgence. Personne ne la connaissait beaucoup, mais sa réputation la précédait. Stricte, inflexible et allergique au théâtre. Lorsqu'elle prit place, elle ne salua pas la salle. Elle demanda simplement la lecture. La salle d'audience s'assombrit, tandis que les images de la clé USB de Devon Lane défilaient à l'écran. Elles n'étaient ni granuleuses, ni déformées. Elles étaient impeccables, trop claires pour être niées, trop accablantes pour être manipulées. Ils étaient là, des cadres de Monroe Correctional Partners, assis à une table de conférence en acajou, verre de scotch à la main, décomplexé. Le juge Pierce entra dans le cadre, le dos raide et silencieux. Et puis, sans équivoque, la voix du sénateur Hearst retentit, claire comme un glaçon dans les haut-parleurs de la salle. « Tant que nous laissons les garçons passer, déclara-t-il avec une aisance suffisante, l'argent ne s'arrête jamais. » La galerie était paralysée. Une femme sanglotait dans son écharpe. Un jeune homme agrippait les accoudoirs de son fauteuil jusqu'à en blanchir les jointures. Sur le banc du jury, 2 membres se tenaient la main sans s'en rendre compte. L'espace d'un instant, même la sténographe chevronnée hésita avant de reprendre sa frappe. Le silence qui suivit n'était pas vide, il était pesant, celui qui s'abat sur une pièce lorsqu'un mensonge tenace finit par s'effondrer sous son propre poids. La juge Wynne n'hésita pas. Elle ordonna des assignations à comparaître immédiates pour chaque nom figurant sur les vidéos, d'une voix plus aiguë que le marteau qu'elle brandissait. Les huissiers, renforcés par les marshals, s'activèrent rapidement. L'ancien directeur fut emmené menotté. 2 hauts dirigeants de Monroe suivirent, l'air figé par l'incrédulité. Et puis, quelques instants plus tard, une alerte retentit sur tous les téléphones de la salle d'audience. Le sénateur Lowell Hearst avait été placé en détention fédérale devant son bureau de Washington. Pas d'immunité, pas de délai, juste un flash d'appareil photo et le claquement des menottes. Mais Marcus n'était pas là pour le voir. Il avait été libéré discrètement, non pas en triomphe, mais en silence. Quelques jours après la diffusion des images, il sortit de l'arrière d'un centre de détention fédéral, vêtu d'un simple sweatshirt gris et d'un jean usé, les poignets endoloris mais libres. Aucune caméra ne l'attendait. Pas de journaliste, pas de fanfare, juste le léger bourdonnement des cigales et le crissement des pneus sur le gravier. Un camion garé au ralenti sur le trottoir, un vieux pick-up à la portière cabossée et à l'autocollant délavé. Aime ton prochain. Au volant, le révérend Slate était assis, le regard droit devant lui, les mains toujours sur le volant, sans discours, sans sermon, juste une présence. Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant le trajet. La route s'étendait et dégagée, bordée de champs laissés à l'abandon. Marcus regardait les arbres se brouiller, le paysage autrefois indifférent portant désormais le poids d'une grâce.
connaissance, comment c'est carnet.